It's not you, it's me. Et en fait, ça, c'est que j'ai l'impression que sur les apps, il y a un espèce de truc où on est un peu devenu des bénévoles du cul, quoi. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois Sarah qui a 33 ans et qui est célibataire depuis un petit peu plus d'un an et demi environ. Ouais. Sarah, je pose cette question à tous mes invités. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureux ou malheureux ? Il y a eu des phases, mais là, je suis dans la phase heureuse. Je suis hyper contente de ma vie. Je me sens hyper épanouie au quotidien, de par mes amis, ma famille, mon entourage, quoi. Et mon travail et aussi mes hobbies, quoi. Genre, j'ai une vie hyper remplie et je suis trop contente. Et je sais qu'en fait, ça viendra. Enfin, Quand tu dis ça viendra, l'amour ? Oui. Donc toi, tu crois encore en l'amour ? totalement. Toi, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour trouver l'amour ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai quitté les applications il y a pas longtemps. Un énième date qui s'est conclu par du ghosting et ça m'a saoulée. Mais je rencontre plein de gens. J'ai rencontré récemment beaucoup de mecs célibataires. Ah ! En fait, moi, j'aime bien prendre mon temps. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Et du coup, je sais que c'est pas la came de tout le monde. Et donc, du coup, je suis patiente. Enfin, je sais qu'à un moment donné, il y aura un petit coup de pouce, qui aidera le truc. Attends, quand tu dis je prends beaucoup de temps, c'est pas la came de tout le monde. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, prendre son temps ? Prendre son temps, c'est apprendre à connaître la personne et laisser un peu la magie opérer au fur et à mesure. C'est-à-dire que je suis pas du genre à coucher les 5 premiers dates, généralement, au moins. C'est pas une règle du tout. Genre, je suis déjà sortie avec des mecs avec qui j'ai couché le premier soir. Mais c'est plus que je suis assez méfiante de nature et du coup, j'ai besoin de temps. Et donc, moi, je suis plutôt du genre à pas être très tactile sur les premiers dates, à un peu me laisser le temps aussi de ressentir et de savoir si l'autre me plaît vraiment. Parce que j'ai eu une période dans ma vie où en allant en date, ce qui m'importait, c'était vraiment qu'est-ce que l'autre a pensé de moi, comment il m'a vu, et je me posais même pas la question de est-ce qu'il me plaît vraiment. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans un truc de je me laisse 3 dates pour voir genre comment je me sens avec lui. Est-ce que quand je rentre chez moi, je suis épuisée ? Est-ce que je suis anxieuse ? Et donc du coup, me dire est-ce que cette personne ajoute quelque chose à ma vie ou pas ? Et ça prend du temps, ça, en fait. Donc du coup, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la notion de quand on va en date, on attend plus finalement de savoir si on a plu la personne que si la personne nous a plu. Moi, c'est un truc que je vois énormément dans mes conversations entre potes, aussi bien l'avant-date. Tu vois, là, il y a quelques jours, j'avais une pote qui avait un date et on était en terrasse et elle était hyper stressée, mais pas stressée qu'il ne lui plaise pas, mais stressée qu'elle ne lui plaise pas. Et en fait, globalement, tu vois, même là, avant, j'ai fait un épisode solo où je parlais de ce que j'avais ressenti, etc. Et ce qui est revenu beaucoup quand même, c'est un date réussi parce que je me sentis désirée, appréciée, belle. Au-delà de est-ce que moi, il m'a plu. Putain, c'est un délire. C'est hyper vrai. Mais alors toi, comment justement t'as réussi à un peu sortir de ce truc-là, à te dire, là, le plus important, en fait, finalement, que je lui plaise ou pas, bon... Ah, je sais pas trop. C'est venu assez récemment et c'est venu notamment du fait de... J'ai l'impression que ça a coïncidé avec la trentaine. Du fait de d'un coup me rendre compte qu'autour de moi, il y avait de moins en moins d'hommes. Parce que j'ai grandi très fréquemment, il y avait autour de moi une flopée de mecs qui étaient intéressés, qui le faisaient savoir. J'avais tout le temps l'impression d'être validée par un pool d'hommes, quoi. Et ce pool d'hommes a disparu. Et au début, je me demandais... ça m'a fait bizarre, tu vois, d'un coup, t'as plus aucune validation, il y a une sensation de genre, je suis plus désirée, les gens s'intéressent plus à moi, qu'est-ce qui se passe ? Et au début, je me suis dit, bah voilà, la trentaine, classique, on m'avait prévenu, en fait, t'es périmé, plus personne s'intéresse à toi, là, ils sont en train de se dire qu'il y a des meufs de 25 ans qui sont plus intéressantes. Et je me suis rendu compte récemment, dans mes réflexions, enfin récemment, il y a je sais pas, il y a 6 mois, qu'en fait, non, c'est plus que je pense que je fais beaucoup de tri.
Et du coup, ces hommes ne sont plus là parce qu'en fait, je ne donne plus de temps à ce genre de situation. Là où précédemment, je pouvais rencontrer un mec par biais de pote, il est trop intéressé, mais en fait, je mets de la distance et on devient amis. Mais du coup, il est toujours aussi intéressé, mais je suis en mode, non, on est amis. Et en fait, maintenant, je fais plus ça. Et je pense que le tri se fait naturellement et du coup, il n'y a plus personne. Et je vis, et franchement, je vis hyper bien avec. Et je me dis, en vrai, c'était nul de vivre avec cette contrainte de devoir mettre les gens à distance tout en restant friendly pour leur signifier qu'en fait ces gens m'intéressaient d'une autre part mais que j'étais pas intéressée physiquement par eux parce qu'en fait je pense que eux l'étaient pas. Enfin, la vie m'a montré à plusieurs reprises que eux l'étaient pas intéressés par moi vraiment, mais plus intéressés par ce qui pouvait se passer ou non au bout d'un moment. Tu parles de cul, là ? C'est-à-dire quand tu dis ils étaient plus intéressés par ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire que tu pas je crois que j'ai capté. Ça y est, j'ai capté. Pas forcément de cul, mais peut-être d'une histoire, tu vois. En fait, je pense que et après je sais pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens, d'être en crush sur eux et finalement il se passe rien. Et en fait, je les trouve géniaux. C'est généralement pour ça que j'ai un crush et au bout d'un moment, ça passe et je reste amie avec ces gens. Donc moi, de mon côté, c'est faisable. Après, il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas cette capacité à se dire, non, en fait, j'ai crushé sur elle et là, c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, je fais genre, je suis amie un temps pour voir si ça marche et en fait, finalement, je laisse tomber, tu vois. Putain, c'est clair. Toi, ton tri, il se fait sur quels critères ? Alors, j'ai pas tout le temps eu des critères. J'ai beaucoup daté de gens très différents en ayant vraiment une grande ouverture d'esprit, en me disant... on y va. Tu vois, genre... J'adore cette phrase, une grande ouverture d'esprit. Une grande ouverture d'esprit, vraiment. Et maintenant, j'ai des critères. Mes critères sont assez classiques, j'ai l'impression. En fait, c'est ce qui devrait être normal. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de bienveillance. Se sentir safe, c'est le plus important pour moi. Et que l'autre ait une envie de partage, que ce soit émotionnel, financier, dans le sens où j'aime bien qu'on m'invite. J'aime pas trop la situation où en fait j'ai la sensation que dès le début c'est moi qui paye et que c'est souvent 50-50, que l'autre a pas ce truc de je t'offre la première tournée, on verra après. Enfin, tu vois, un truc un peu easy où en fait on se pose pas trop la question de l'argent. Après, ça je le considère quand même quand l'autre, je sais qu'il est freelance ou que vraiment il peut avoir des difficultés, je le considère. Et c'est vraiment pas tant un truc pécunier qu'un truc de viens, on se pose pas de questions et je me dis pas que quand on va être en couple, on va être en tricount, tu vois. Moi, c'est ma phobie dans la vie. Genre, en vacances avec des potes, c'est normal, mais pas dans un couple, tu vois. Et non, c'est surtout le don de soi, le don de son monde émotionnel que j'ai trouvé très manquant dans toutes mes relations. J'ai beaucoup eu l'impression d'être face à des murs, d'avoir une rigidité un peu en face de moi et la sensation de trop partager, donner de moi versus de l'autre côté, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que toi, dans tes vocaux, tu m'as expliqué justement que les applications de rencontres, je crois que tu as employé d'ailleurs le terme mur. Tu me disais que justement les applications de rencontres ne t'intéressent plus parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intelligent qui s'y passe. Et tu me disais justement, il suffit de voir les profils des mecs, il n'y a rien. C'est vide. Et c'est vrai que quand tu regardes les profils de mecs, ils ne font ni l'effort de présentation, donc les photos sont à chier, ni l'effort de description, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de réponse un peu intelligente, rien. Et moi, tu vois, c'est une question que je me pose beaucoup sur le podcast aujourd'hui, parce que après 3 ans à avoir interviewé des dizaines et des dizaines de célibataires, j'arrive quand même un peu à la conclusion de ok, on a fait l'état des lieux, ça pue la merde. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça ? Comment on se sort de ça quand même, quoi ? Toi, par exemple, est-ce que dans la vie, s'il y a un mec qui te plaît, tu vas lui parler C'est une bonne question. Je pense que je suis assez fermée et que là, je rentre dans une phase de ma vie où il faut que je m'ouvre au monde et que je sois moins timide. Je suis quelqu'un qui est très timide dans le contexte de la séduction et qui a du mal à séduire. J'ai pas toujours été comme ça. Ça a été très facile à des moments où j'étais plus ouverte. Mais là, en ce moment, c'est pas le cas. Et du coup, je me dis que en fait... ça pourrait valoir le coup effectivement soit d'aller voir la personne, soit de faire un petit
jeu de je te regarde et au bout d'un moment, si on se regarde plusieurs fois, peut-être je te dis vas-y viens avec les mains, tu vois, ou un truc comme ça. Et je l'ai pas encore mis en place parce que j'ai pas eu l'occasion, mais si jamais ça arrive, je pense que je le ferai. Et je l'ai déjà fait. Dans la vraie vie, j'ai déjà été voir des mecs en me disant allez vas-y on y va, et j'ai déjà eu des dates comme ça. Je sais que j'en suis capable, c'est juste que là je me sentais pas prête encore, mais je le referai. Est-ce que justement il n'y a pas un truc un peu plus grisant? Moi tu vois, je suis un peu dans cette période de ma vie où j'ai envie de reprendre le contrôle et j'ai plus envie d'être une petite fleur qu'on vient cueillir. De toute façon j'ai essayé, j'ai vraiment espéré être cueillie. Je n'ai pas été cueillie. Et tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc justement, tu vois, un peu grisant de sortir de cette posture, parce que c'est vrai que là, tu vois, moi, je me pose plein de questions tu vois, bon, on a dîné il y a pas longtemps ensemble, et qu'en fait, pareil, quand on entend les histoires des meufs, en fait, on a toutes traversé les mêmes choses, qu'on soit noire, qu'on soit arabe, qu'on soit blanche, mince, grande, petite, toutes les meufs traversent les mêmes choses. Et donc, moi, je me dis, soit le système, entre guillemets, il est complètement cassé, soit il faut reprendre un peu les balls et nous aller pêcher l'homme, et je me dis, peut-être il est temps qu'on aille pêcher, tu vois. Totalement, surtout qu'il y a beaucoup de réussite autour de moi. La plupart des couples que je connais, c'est la fille qui a été vers l'homme et la femme qui a été vers l'homme et qui lui a fait comprendre qu'elle était intéressée, et ça marche. Enfin, Ouais. Du coup, je pense qu'en fait, il y a quelque chose de très empowering dans le fait d'avoir choisi la personne et de pas effectivement être dans la passivité. Après, faut assumer le rejet. Faut assumer le rejet. Mais et puis aussi, il faut arrêter de se dire que l'autre va moins être intéressé par nous si en fait c'est facile pour lui. Parce que j'ai beaucoup eu en tête que il fallait que ça vienne de l'homme, qu'il y avait un truc de chase qui était inhérent à l'homme, enfin toutes ces idées reçues qu'on peut avoir qui sont trop nazes, et je sais pas d'où elles sortent, mais et en même temps elles doivent être vérifiées d'une certaine manière, enfin je sais pas, ça continue à être véhiculé, je vois encore des trucs comme ça de genre pour un homme il faut qu'il y ait un peu une phase de chasing, sinon ça lui plaît pas, il est pas intéressé. Et surtout moi il y avait ce truc de est-ce que l'autre va juste être intéressé physiquement et va juste se dire de toute façon elle est venue vers moi donc vas-y let's go, j'en profite, ou est-ce qu'il va y avoir la possibilité d'avoir quelque chose de plus en étant dans cette posture. Et en fait autour de moi ça montre que effectivement il n'y a pas que du physique finalement. C'est marrant parce que là depuis le début je pense que tu t'en rends pas compte, mais t'évoques beaucoup le physique et la sexualité de manière un peu... Il y a plein de moments où tu le cases. Moi, tu m'as confié que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rapport intime. Toi, justement, comment tu le vis, cette vie, certes, de célibataire, mais aussi cette vie, en fait, sans rapport, mais c'est-à-dire sans affection, sans toucher, sans... Comment tu le vis? Attends, déjà, ça fait combien de temps? Le dernier, c'était en octobre, et c'était via les applications. Et la première fois était très cool parce que j'avais bu, donc génial. Et j'ai été dormir chez lui, donc ça a été super. Puis on s'est revus, on n'a pas bu, et c'était nul à chier. Et je crois qu'il l'a très mal vécu, et du coup il s'est levé juste après. Il a pas réussi quoi. Il a mis son pantalon et il a dit je peux pas dormir ici, je dors mieux chez moi, et il est parti. Et j'avoue ça m'a vraiment deg, genre j'étais un peu en mode c'est pas un être humain ça, enfin je sais pas, viens on boit un verre, on parle et puis après tu pars quoi. Et le fait qu'il y ait plus ça dans ma vie depuis octobre, j'avoue que moi je vis très bien le fait de pas avoir de relations sexuelles. J'ai beaucoup de libido quand je suis en couple, mais parce qu'en fait j'ai besoin d'être safe. En fait j'ai besoin de savoir que il y a des sentiments, qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a une émotion partagée, que c'est quelque chose de plus grand, et j'ai du mal avec les trucs en mode one shot. Enfin, je trouve que déjà en tant que femme t'as rarement des orgasmes, donc on sait qu'on va pas en avoir avec un mec random qu'on trouve comme ça, et après c'est pour vivre ce genre de choses où en fait potentiellement derrière il va pas être cool et tout, genre non merci. Donc c'est pour ça que je prends aussi beaucoup de temps quand je date, et que finalement des fois je peux prendre 2 mois de dating avant qu'il se passe quelque chose, et
Et je préfère ça à être anxieuse, à me sentir mal, à avoir la sensation qu'en fait j'ai été utilisée ou ouais, enfin, tu vois qu'il y a eu un partage inéquitable, quoi. C'est marrant parce que face à cette situation-là, j'ai l'impression que globalement toutes les meufs ressentent ce truc-là, d'avoir été utilisées, etc. Et en fait, je constate quand même qu'il y a plein de manières différentes de l'appréhender. T'en as qui vont plus du tout baiser. Moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années où vraiment je ne pouvais plus. Je ne voulais plus qu'on me touche, je ne voulais plus qu'on m'utilise. T'en as au contraire où elles vont se dire mais let's go, on lâche les chevaux et on baisse tout le monde. Mais je crois que moi, quand je vois mes copines qui sont comme ça, je vous aime les meufs. J'ai l'impression que c'est un truc presque pour anesthésier. J'ai l'impression que c'est pour anesthésier et ça me tue quand même de me rendre compte qu'en fait toutes les meufs, en tout cas toutes les meufs dans des relations hétérosexuelles, on vit toute la sexualité finalement dans un prisme qui n'est pas juste de l'ordre du désir, quoi. Ça vient prouver ou non valider ou valider quelque chose, quoi. Ouais, j'ai longtemps réfléchi à la question. Je lis un bouquin en ce moment qui s'appelle Sexe et liberté. Je sais plus comment s'appelle l'autrice, mais je rêve d'une société où on peut faire les Samantha et ça se passe trop bien et on trouve un kiff dans ça. Moi, j'y arrive pas. Déjà, je trouve que le plaisir dans ces conditions, il est difficile parce que souvent les hommes sont pas trop dans le don. Quand c'est des one night stand et après ouais, ça vient quand même appuyer des fois sur un truc de j'étais pas assez désirable, il y a eu un truc bizarre, il m'a pas trouvé belle, enfin tu vois, tout ce que en fait j'ai réussi à déconstruire dans le fait de je rencontre quelqu'un, on parle, ça se fait pas, c'est pas que en fait je suis pas désirable, c'est juste que ça matche pas. Dès qu'il y a du sexe qui est impliqué dans l'équation, ça devient un peu différent. Enfin, ça vient un peu me faire poser des questions et je finis toujours par avoir, tu sais, un dialogue interne où je finis par me dire non, mais n'importe quoi, c'est juste, il est pas fait pour toi, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais ça vient quand même s'immiscer dans la discussion interne. Et du coup, pas très envie de me mettre dans ces situations. Mais j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis beaucoup dit, vas-y, viens, si ça se trouve, je pourrais avoir une super sexualité si je me disais que c'était ok d'avoir des one night stands et que en fait ça le fait. Et en fait, là, à ce stade, je me dis que non. Franchement, je capte. Moi, je recommence à peine à mettre le pied dans ma sexualité et je suis quand même terrifiée de ce que ça va amener dans ma vie. Parce que moi, je me rends compte, pareil comme toi, que franchement, quand je vois mes potes qui se torturent la tête, et je l'ai vécu pendant des années, je me dis, mais grand Dieu, éloignez ça de moi, je ne veux pas revivre ça. Gardez vos petites bites et vos non-orgasmes pour vous et tous vos troubles mentaux, ça ne m'intéresse pas. Pas de psychophobie dans la place, mais ouais. La flemme, je trouve qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en fait... moi, des fois, j'ai des potes qui sont en couple et qui me parlent de leur vision du célibat, en disant genre quand même, c'est vrai que ça a l'air tellement plus simple d'être célibataire, tu dois être tellement apaisé. Mais c'est la merde. Est-ce que toi, tu te sens apaisé dans ton célibat ? Aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas et il y a eu plein de moments très désagréables de l'ordre de je plais à personne, c'est quoi ça, quand est-ce que ça arrive, mais pourquoi, je rencontre un mec, je crush sur lui, en fait ça le fait pas, putain c'est quoi, c'est parce que je suis trop grosse, parce que je suis trop vieille, enfin il y a toujours un truc et en fait je pense que la thérapie aide beaucoup dans tout ça. Et que ouais, je pense pouvoir dire que je suis apaisée. Après, je suis apaisée quand je date pas. Après, quand je date, ça je sais pas. Ça dépend de la personne en fait. Faut trouver quelqu'un qui permette l'apaisement et qui soit pas en fait dans des jeux trop chelous ou qui soit pas dans des signaux hyper confusants et qui. Mais du coup là, l'idée c'est de bannir ces gens et de laisser très loin ces personnes-là, mais je suis pas à l'abri que voilà, il y a des confusions. Putain, mais c'est vrai, moi aussi, je dirais franchement que je me sens apaisée depuis que je ne date plus. Vraiment, enfin, quelle prise d'esprit. Non mais, enfin, le poids du dating est énorme. Et je crois que quand même, on arrive quand même à un tournant de quelque chose. Parce que je vois autour de moi, en effet, les meufs n'ont plus envie d'aller sur les apps. On se pose la question de où trouver des gens. Et moi, enfin, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je ne comprends plus
comment on rencontre quelqu'un. Et tu vois, par exemple, moi, les applications, j'en ai un souvenir de quelque chose quand même, à une époque où c'était quand même rigolo, où t'avais quand même des conversations marrantes, t'avais quand même des dates, où il y avait quand même des efforts. Aujourd'hui, les apps de rencontre sont plus un lieu pour rencontrer les gens. Le game est devenu hard. Ouais, je suis trop d'accord. Moi, ce qui me fait le plus tiquer, c'est les profils, vraiment, comme je t'ai déjà dit, c'est le nombre de mecs qui expliquent ah moi je veux une relation bienveillante, voilà ce que je peux t'apporter, enfin qui soit vraiment dans un truc très clair dans le profil. J'en ai vu 3. Oh, clairement. Sinon, c'est des allusions à rien, tout et n'importe quoi, et c'est des photos à moitié bizarres parce que c'est cool. Enfin, et c'est, je sais pas, je suis alertée. J'ai beaucoup utilisé les applis de rencontre. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 18 ans sur Adopte un mec. C'était pas une appli, mais bon, j'y allais. Et j'ai beaucoup daté, notamment quand j'ai été m'installer à New York et à Londres. Et je trouvais ça trop fun. C'était trop bien. Alors, il y avait peu souvent du sexe. J'avoue, j'ai fait partie de ces gens qui ont profité du début des applis pour définir ce que j'en voulais. Et genre, j'ai réussi à faire des semi-potes ou le mec qui vient m'aider à déménager ou tu vois, ce genre de choses. En fait, j'adorais le côté, tu rencontres quelqu'un, la personne te fait forcément découvrir quelque chose. Et même des fois plein de choses, genre que ce soit culturel ou juste un spot trop cool ou enfin tu vois, et tu passes un bon moment quand même. Enfin moi je sais que peu importe le date, je passe un bon moment tant qu'il n'y a pas eu de sexe. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, même si je suis timide. Genre il y a un truc qui j'avoue, l'alcool aide un peu, qui finit par, tu vois, déclencher. Voilà, j'aime beaucoup les soirées où tu ne sais pas où ça finit. Et où en fait tu vas d'endroit en endroit et tu finis par danser genre à 5h du matin avec l'inconnu et c'est trop cool et enfin ouais, je kiffe trop. Mais je pense que ouais, là il y a un peu un côté blasé qui se ressent. Alors chez toutes mes potes, chez mes potes mecs aussi, et je me dis sûrement chez moi en fait finalement. Donc, pour avoir quitté l'application, c'est que je suis blasée, quoi. C'est que ça marche plus, ça fait trop longtemps, je pense. C'est plus fun parce que, tu vois, c'est plus nouveau, finalement. Non, mais c'est marrant que tu soulignes comment tu utilisais les dates, enfin les apps à New York, etc. Parce que moi, tu sais, j'habitais à Montréal et j'allais quand même souvent à New York. Et aussi bien à Montréal qu'à New York, j'ai utilisé les apps d'une manière complètement différente d'aujourd'hui. Après, c'était une autre époque. En effet, j'avais 22 ans à l'époque. Donc, c'était il y a... On ne calculera pas. Longtemps. 36 ans, moins 22 ans. Ouais, non, pas besoin. Ok, ça fait plus de 10 ans, j'ai envie de clamser. Mais je me rappelle, tu vois, par exemple, à New York, matcher avec des gars, juste pour qu'ils me fassent visiter la ville. De ouf. Et j'ai passé des super dates. Trop bien. Il y en a avec qui j'ai baisé, il y en a avec qui j'ai pas baisé. Mais les mecs étaient contents de m'emmener voir ce qu'il y avait à voir, tu vois. Aujourd'hui, c'est tu veux aller où? Je sais pas, genre propose quelque chose peut-être, fais preuve d'initiative. Attends, ça tu vas adorer. Là, j'étais à Athènes la semaine dernière avec des copines. Bon, déjà, les meufs célibes dans la place, allez à Athènes. Les Grecs sont sublimes. Mais vraiment, putain, c'est des bombes. Vraiment, ce qu'on a à Paris, là, je vous le dis, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais on va à Athènes, je match avec un gars, une petite bebon. Vraiment, il est beau comme tout, selon mes critères qui sont discutables. Et le mec, on commence à parler, etc. C'est un peu sympa, mais en fait, c'est aimable. Voilà, c'est pas sympa, juste il me répond, quoi. Donc voilà. Et au bout d'un moment, je lui dis, nous, on sort avec des copines ce soir. Toi, qu'est-ce que t'as prévu? On peut aller boire des verres. Il me dit, j'aime pas aller boire des verres. Ok, ça va pas mal, parce que moi, j'aime ça, boire des verres. En tout cas, j'aime l'action d'être dehors avec des amis et parler. Et je lui dis, ok, si t'as autre chose à proposer, let's go et tout. Et il me dit, tu peux venir chez moi. Ah oui. Et vraiment, en fait, là, je lui ai demandé d'expliciter. Je lui ai dit, pour voir
pour voir vraiment le fond de leur pensée. Enfin, de leur pensée, de sa pensée. Ne sont pas des généralités. Je lui dis vraiment, donc, entendons-nous bien, je comprends bien. Tu ne veux pas apprendre à connaître la personne, tu ne veux pas faire d'activité avec la personne, tu ne veux pas lui faire visiter ta ville, tu ne veux pas la rencontrer avant, tu veux que la nana avec qui tu matches vienne chez toi pour un rapport sexuel et qu'elle reparte. C'est bien ça. Ce à quoi il me répond, oui. Et donc là, je lui ai répondu, d'accord, combien tu me payes ? Red flag de ouf, ouais. Et il me dit, mais comment ? Et il comprend pas. Il me dit, mais comment ça, combien je te paye ? Et je lui dis, parce que là, ce que tu demandes, ça porte un nom. C'est de la prostitution. Sauf que c'est de la prostitution bénévole. Donc si tu veux que je vienne chez toi pour te sucer ta petite bite, quel est le tarif ? J'aimerais savoir. Et il était là genre, mais non, mais pas du tout. Là, tu te méprends complètement. Je veux dire, la meuf, si elle a envie. Mais quelle meuf a envie d'aller chez un mec pour ne pas jouir et ne pas être payée ? Enfin, peut-être. Franchement, je connais vraiment... J'en connais pas. Enfin, c'est ce que je voulais dire. J'en connais pas. Il doit y en avoir. Les meufs, si vous aimez ça, on vous respecte. On vous aime et tout. C'est OK. C'est OK, tout est OK. C'est OK. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas OK. Je sais que, voilà. Et en fait, c'est que j'ai l'impression que sur les apps, il y a un espèce de truc où on est un peu devenu des bénévoles du cul, quoi. Ouais, et il y a un truc de l'instantanéité qui me flingue. Enfin, vraiment, je fonctionne pas comme ça. J'aime pas. Mais du coup, là, tu parles avec personne ? Non, je parle avec absolument personne. T'as pas le coup de cœur au travail, rien ? Non, franchement, il y a un petit gars mignon qui passe de temps en temps, mais le travail, c'est un peu... bon, c'est plus complexe. J'ai jamais encore essayé de sortir avec quelqu'un au taf. Ah, il travaille directement avec toi ? Non. Ah. Non, c'est vrai. On verra. J'attends de voir. Parce que, bon, je donnerai pas d'indice. Mais moi, je la connais, cette situation-là. Là, par exemple, ce gars-là, qu'est-ce qui t'empêche de faire un petit move pour juste savoir son prénom ? La gêne occasionnée. En vrai, si je le revois après tous les jours, c'est gênant, quoi. Bah, moi, j'ai un crush au bureau, je le revois jamais tous les jours. On n'est pas au même, c'est vrai. On n'est pas au même étage, etc. Et vraiment, je me dis là, il faut que je me mette la machine en avant. C'est vrai. Non, mais ça fait partie de... Tu vois, je me suis dit que j'allais peut-être faire des trucs comme ça. J'y pense. Toi, on va switcher sur un autre sujet. Mais quand tu m'as partagé tes histoires, alors, il faut savoir, en face de moi, Sarah est une femme racisée. Sarah est marocaine, elle est franco-marocaine. Et tu m'expliquais que, mine de rien, dans tes relations, ça a posé des petits problèmes. Oui, alors... Je me suis retrouvée... Alors, il faut savoir que mes grandes relations ont été avec des franco-français. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas un choix particulièrement défini dans ma tête, en mode je sors que avec des franco-français, mais en tout cas, c'est le cas. Et j'ai ressenti à plusieurs moments dans mes relations, qui ont été des relations relativement longues, puisqu'on parle de 1 an et demi à 2 ans et demi. Et en vrai, non, même, j'ai eu une relation on and off de 5 ans où ça a été un problème aussi d'une manière différente, mais quand même. Il y a eu l'impact du racisme qui venait soit de la personne en elle-même, soit de son entourage. Et effectivement, quand au bout de 6 mois, 1 an, la personne te dit ce week-end je vais à un mariage, mais en fait tu peux pas venir avec moi, je te l'ai pas proposé. Et tu dis pourquoi, je comprends pas. Parce qu'en fait ma grand-mère est raciste et du coup je suis super gênée à l'idée que tu viennes parce que si jamais elle dit quelque chose, ça va être super badant pour toi. Et je leur dis c'est pas grave, tu les remets en place. Et non, j'ai pas envie, c'est ma grand-mère. Donc du coup je préfère qu'on évite. Dans un sens, je me suis sentie punie plein de fois. Parce que je pouvais pas contribuer à une part de leur vie qui était importante pour eux. En vrai, ce seraient des personnes qui s'en foutent de la famille. Fine. Mais c'était pas le cas. Et du coup, il y a juste la sensation que je suis reléguée à un plan qui n'ira jamais jusqu'au bout de l'officialisation et du fait de potentiellement on peut se marier ensemble par exemple, on peut avoir des enfants ensemble et tu pourras venir au repas de famille, tu vois. C'était pas envisageable de leur côté parce que pas envie de rentrer dans un conflit
dans la famille. Et le dernier en date, c'était pire, c'est juste hyper nébuleux sur sa famille. Genre hyper étrange, c'est-à-dire que je savais qui était qui, on en parlait relativement régulièrement. Et à chaque fois, j'étais ça fait 1 an, je peux les rencontrer et tout. Pour info, j'ai rencontré sa famille au bout de 1 an et demi. Et c'était tout un sujet, parce que pendant plusieurs discussions, j'étais face à un mur, il répondait pas. Il répondait juste plus. Et je posais des questions, mais en fait, pourquoi qu'est-ce qui fait que je peux pas les rencontrer? Enfin, moi, j'ai trop envie de les rencontrer. Et il était pas famille, tu vois. Et il les voyait quand même régulièrement et tout. Et du coup, j'ai fini par comprendre, parce qu'il a fini par me dire, mon père est raciste, ma sœur sort avec un mec qui vote RN, je peux pas te les présenter. C'est vrai qu'il avait évoqué plusieurs fois que son père, qui est prof, avait des élèves qui lui demandaient de switcher pour le Coran. Enfin, il disait des trucs un peu comme ça, et j'étais mais ok. Enfin, c'était super étrange comme conversation à ces moments-là, mais en même temps, lui m'a pas donné la sensation d'être raciste, donc je me suis rien dit, tu vois. Mais j'ai fini par apprendre ça, et je me suis dit, mais quel est le but de me laisser dans ce flou pendant aussi longtemps? Genre, quel est l'intérêt de pas me le communiquer plus tôt, quoi? C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça, quand même, enfin, c'est pas les premières fois que j'entends ça, tu vois. Globalement, les meufs racisées, quand elles me parlent de leur relation avec des mecs blancs, français, tout ce que tu veux, j'ai l'impression que ça revient en permanence, quand même, ce genre de truc. Toi, est-ce que justement ça dicte peut-être tes choix futurs en te disant, attends, j'ai plutôt envie d'avoir un mec qui est de ma communauté pour m'éviter ça, ou ça n'influe pas du tout? C'est vrai que j'ai pas beaucoup essayé avec des personnes de ma communauté, mais en même temps, je vais pas changer. Enfin, si, oui, je peux aller vers ces mecs-là. Non, mais c'est pas une règle. Enfin, je vais pas me fermer complètement à l'idée de sortir avec quelqu'un qui est franco-français, parce que s'il me plaît et que en fait il est trop cool et qu'il est pas raciste, et que même si sa famille est raciste, il est prêt à se dire tu sais quoi, on va aller au dîner dimanche, et puis si jamais il y a une remarque, je les remets en place, et on va faire les choses autrement. Enfin, tu vois, je suis pas dans ce truc de il faut absolument que ce soit dans ma communauté, sinon ça m'ira pas. Je pense que je peux, genre, à mon avis, trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne. Je sais que, par exemple, j'ai une amie qui est mariée avec un Français, franco-français, et par exemple, ils ont été à une réunion familiale à un moment donné, et ils avaient fait que des trucs au porc. Le mec a dit, on se casse. En fait, je vous ai prévenu, je vous ai dit qu'elle mangeait pas de porc, vous avez fait que des trucs au porc, on se casse. C'est pas genre, on va te faire des œufs, parce que moi j'ai déjà eu ça. Non. Genre, t'arrives, désolé, on a oublié, je te fais 2 œufs, non? Et genre, t'es là, c'est super. Enfin, en fait, non. Genre là, il était en mode, on se casse. Et le jour où vous saurez bien faire les choses, on revient. Et tu vois, ça existe, visiblement. Non, mais ces questions de communauté m'intéressent particulièrement. Parce que moi, je pense pas qu'on en ait déjà parlé, mais moi, j'ai un parcours autour de ma communauté qui est un petit peu semé d'embûches. Et récemment, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une reconnaissance. Donc, c'est quand t'es juive et que tu retournes à la synagogue pour trouver ta communauté, pour apprendre, pour faire ton éducation judaïque. Ma rabbine, il n'y a pas si longtemps, on a évoqué l'idée qu'elle me présente quelqu'un. Je sais plus c'est quoi le terme qu'ils donnent pour ça, mais en gros, c'est des mariages arrangés. Ouais. C'est des mariages arrangés dans la communauté. Voilà. Et je me suis quand même posé la question. Oui, je me suis posé la question parce que déjà, c'est pas parce qu'on te présente quelqu'un, on n'est pas, tu vois, on n'est pas dans des communautés extrêmes. C'est pas parce qu'on te présente quelqu'un que t'es obligé de te marier avec la personne. C'est pas en mode genre la première fois que je rencontre la personne, je me marie avec. C'est, voilà, ta rabbine voit différentes personnes dans la synagogue et elle se dit ce profil pourrait matcher avec Leslie la fofolle. Et non mais c'est vrai. Et ouais. Je me dis, moi par exemple, ma rabbine c'est ma psy. Hein. On se livre des trucs. Je lui parle de choses très intimes. Et elle sait beaucoup de choses. Hein. Elle sait beaucoup de choses sur moi. Et donc je me dis, peut-être qu'elle a pareil avec les autres. J'allais dire les paroissiens, mais pas du tout. Mais les autres qui, en tout cas les autres feuges, quoi. Merde.
Écoutez, je suis feuge, j'ai le droit de dire les autres feuges, ok? C'est pas antisémite, c'est pas raciste. Mais je me dis, bah attends, ma rabbine, elle sait probablement mieux que moi ce qu'il me faut. Tu vois, je vois, parce que moi je suis d'origine indienne aussi, donc je vois mes potes en Inde, pour le coup, qui ont eu des mariages arrangés. Les mariages vont bien. Les mariages vont bien, c'est les parents qui ont choisi. Alors là, on est vraiment dans l'ordre de la science-fiction, hein, Ouais. astrologie, tarot, vraiment, tout est analysé, mais tout ce qui n'est pas tangible. Tout ce qui n'est pas scientifique. En tout cas. Voilà. Mais c'est Pas de preuve tangible du pas tout. de preuve tangible, que de l'hypothèse, mais de l'hypothèse sérieuse. Et n'empêche que les mariages fonctionnent. Et que quand j'en parle avec mes potes indiennes, elles sont heureuses dans leur couple. Donc je me dis, tu vois, enfin, toi par exemple, tes parents, ils t'ont jamais proposé de te présenter quelqu'un? Non. Putain. Je sais qu'ils auraient envie, mais je pense qu'ils le font pas. En fait, je pense que je suis plus française que marocaine. Et du coup, je pense que c'est un peu... ouais, qu'ils voient pas déjà, à mon avis, quelqu'un qui correspond tout à fait à ma manière de vivre, qui en fait est pas forcément aussi quelque chose qui a été facile pour mes parents. Je sais que mes deux parents sont très fiers de moi aujourd'hui, mais quand j'étais adolescente, ils approuvaient pas du tout mon choix de carrière, ma manière de vivre, etc. Je sais que je fais des choses qui sont pas dans les codes musulmans. Je me considère pas musulmane dans le sens où je me sens spirituelle. Je sais que je suis agnostique ou quelque chose de ce type, mais pas religieuse. Mais du coup, oui, je pense qu'ils savent que je suis un profil un peu spécifique et que du coup, c'est un peu compliqué de me matcher avec, avec des gens. Genre, ouais. Peut-être ma rabbine, elle est en train de se creuser la tête en se disant, non, en fait, j'ai personne pour elle aussi. Elle est trop loin de la communauté, là. possible. Après, chez les feux, j'en ai un peu... Ouais, on est un peu originaux, je crois, quand même. Ouais, non, mais je pense qu'il doit y avoir de l'originalité, mais peut-être pas dans le sac de mes parents. Mais en vrai, je préfère être maîtresse et je préfère l'option d'aller vers quelqu'un, tu vois, que de me dire que je laisse ma mère ou mon père choisir pour moi, quoi. On arrive malheureusement à la fin de cet épisode. Et je vais commencer une nouvelle question avec toi. Si tu devais donner un conseil aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, un conseil pour trouver l'amour, ça serait quoi selon toi? C'est hyper cliché, mais c'est d'être vraiment à 100% soi-même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que souvent, on essaye de montrer la meilleure partie de soi. Notamment quand on arrive à ces âges-là où on n'a pas envie d'avoir l'impression d'être brisé, fêlé, parce que l'autre accepterait pas cette partie de nous. Mais en fait, s'il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit 100% authentique. Et donc, du coup, il faut que on se livre et qu'on soit vulnérable. Et moi, je crois beaucoup en la vulnérabilité. Je crois beaucoup en le fait de vraiment se dire, bah non, je suis contente d'être ce que je suis entièrement. Et j'essaye de m'accepter à fond. Et donc, du coup, il faut que l'autre aussi m'accepte à fond. Ça veut pas dire, attention, trauma dump au premier date. Genre, mais ça veut dire, genre, juste être vraiment dans quelque chose de non réfléchi, de spontané et d'être soi-même, quoi, vraiment. Et je pense que si ça doit pas se faire du tout, bah, ça se fera pas du tout. Il y aura personne, tant pis. Et c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Mais je crois pas du tout aux stratégies que j'ai pu voir sur des Instagram, sur des YouTube de coachs qui te disent qu'en fait, pendant un temps, il faut avoir une certaine stratégie pour pouvoir avoir quelqu'un, etc. Ça me paraît pas être une bonne strate. Et à ton avis, c'est quoi la pire strate pour trouver l'amour? Le truc à éviter absolument. Faire genre, on est fan de ce que l'autre adore alors qu'en fait, on déteste ça. Est-ce que tu l'as déjà fait? Ouais. Ah non, mais j'adore les Warhammer, c'est super. Ah ouais, vraiment. Bah oui, on va en faire ensemble, t'inquiète. C'est déjà arrivé? Oui. Ah! Et les Warhammer, c'est si nul que ça? Non, c'est juste que j'ai pas envie de m'enfermer pour peindre des petits personnages de guerre particulièrement, quoi. C'est pas mon truc. Mais tu peux le faire. C'est cool. J'accepte. Je trouve ça très chouette. Par contre, genre, j'en suis pas fan. Moi, écoute, si un homme nous écoute, c'est qu'il a bien dessiné
peindre des petits personnages de guerre, je crois que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Et c'est très bien. Heureusement qu'il y a, Heureusement qu'il y a des gens gens qui aiment ça. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci les copines et les copains de nous avoir écoutés. Je vous invite, si vous aimez le podcast et que vous le suivez depuis ces 3 dernières années, n'hésitez pas à nous soutenir via un petit don sur Tipeee, 1 petit euro par mois. C'est pas beaucoup, mais je vous assure que tout cumuler les uns aux autres, ça peut nous aider grandement. Je vous invite aussi à vous abonner et à laisser un petit commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle vie, plein d'amour et comme toujours, vive le féminisme et le sexe.